Hello, everyone. Good day. Welcome. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire sur la digitalisation des institutions d'enseignement supérieur, les défis, les opportunités et les besoins de capacité. Nous sommes très contents dans le cadre de l'initiative HACA2, l'initiative pour l'harmonisation de l'assurance qualité et de l'accréditation en Afrique, de vous donner la bienvenue à la 4e édition dans une série d'éditions qui veut promouvoir les résultats du sommet qui a eu lieu en février cette année par rapport au secteur de l'éducation supérieure et par rapport bien sûr aux opportunités et aux étapes à suivre. Ce webinaire aujourd'hui est co-organisé avec l'Association des universités africaines, Obréal, ANI, l'association pour l'internationalisation de l'enseignement universitaire en Afrique. Nous avons un panel de discussion très riche. Nous n'allons pas trop nous attarder sur les introductions. Je vais vous annoncer quelques petits détails et je passerai ensuite la parole pour les remarques officielles d'ouverture. Ce webinaire est enregistré aujourd'hui et nous allons vous fournir l'enregistrement si vous en avez besoin. Nous avons des services d'interprétation simultanée en français, anglais et portugais disponibles pour vous. Vous pouvez vous en servir en cliquant sur l'icône du globe en bas de la page et vous avez également la section de questions et réponses ainsi que le chat qui sont disponibles pour vous pour poser vos questions. Ça va permettre une meilleure interaction avec les membres du panel. Envoyez-nous vos questions. Malheureusement, on ne peut pas vous voir dans l'audience aujourd'hui parce que nous sommes en format webinaire, mais nous pouvons accéder à tous vos commentaires. Alors, nous vous encourageons à nous faire part de tous les commentaires et les questions par le biais de cette section questions-réponses ou alors le chat. Alors, je vais passer la parole à Damtu Tefere, qui est le directeur de recherche académique de l'Association des universités africaines, qui va nous donner des remarques d'ouverture et ensuite nous passerons la parole à notre président du panel. Vous avez la parole, Damtu. Merci Elisabeth. Je vous salue très chaleureusement. C'est un énorme plaisir de vous donner la bienvenue à ce webinaire de la part du secrétaire général de l'Association des universités africaines, le professeur Alushola Oyelele, qui s'est impliqué dans ce webinaire après le sommet qui a eu lieu en Afrique pour parler de la digitalisation dans le secteur de l'enseignement supérieur en Europe et en Afrique, les défis, opportunités et besoins de capacité. Ceci est organisé aussi avec le cluster de l'Union de l'Association des universités africaines et aussi l'Association des universités européennes qui ont contribué et aussi par le biais de l'initiative Aqua 2 du partenariat entre l'Afrique et l'Europe. Ce webinaire vise à explorer l'état des lieux actuels du paysage digital en Afrique, de façon comparative aussi à l'enseignement supérieur digital en Europe. Nous allons explorer les challenges ainsi que les opportunités pour la digitalisation des institutions académiques après la COVID-19 afin de pouvoir dresser un agenda pour la digitalisation du continent africain. Ce webinaire va nous permettre de mieux comprendre nos expériences pratiques en termes de digitalisation et les réalités émergentes aujourd'hui. C'est-à-dire que cet atelier sera l'une des plateformes qui ont été mises en place par l'Association des universités africaines européennes. On va pouvoir partager des connaissances et des compétences et on va pouvoir émettre aussi des recommandations. Il y a 20 millions d'étudiants dans les institutions d'enseignement supérieur en Afrique et la situation a beaucoup changé après la COVID-19. Ceci a mené les institutions à organiser des cours en distanciel ou alors elles auraient dû fermer.
Il y a un quart de la population seulement qui a l'accès à Internet dans notre continent. Et il y a aussi les interruptions qui sont un véritable défi. C'est un cliché de parler de cette brèche digitale entre le Nord et le Sud, mais c'est vrai que cette brèche, cet écart existe. Et en fait, cet écart s'est rendu encore plus évident après la COVID. Et puis, de façon croissante, les universités créent des partenariats. Par exemple, dans le cas de l'Afrique du Sud, on a négocié l'accès à l'éducation spécifique et à des sites web spécifiques. Au niveau institutionnel, les universités publiques ici, en Afrique du Sud, et les universités aussi privées, par exemple au Ghana, ont offert des paquets de données aux étudiants. Nous savons que la voie vers la digitalisation demande des infrastructures robustes, beaucoup de ressources, beaucoup de coordination aussi, et un changement par rapport aux fournisseurs de services et à la politique qui s'établit, et ainsi que l'implication de nombreuses entités, même des ONG. Nous devons créer des outils de plateforme qui soient disponibles sans coût. Il faut trouver des alternatives, il faut trouver des approches pour permettre à ces étudiants qui n'ont pas accès à l'éducation électronique de pouvoir y accéder. Et tout ceci doit être géré de façon stratégique afin d'atteindre les millions de personnes qui sont marginalisées en ce sens. C'est une priorité. Alors, pendant que tout cela prend forme, les institutions doivent dresser des plans stratégiques et faire le suivi pour s'assurer que les étudiants peuvent accéder aux plateformes digitales. Et il ne s'agit pas seulement de parler de l'accès individuel. La COVID-19 a exposé les vulnérabilités du secteur de l'enseignement supérieur, les risques. Nous en avons été témoins au cours des 2 années de la pandémie. Nous avons beaucoup appris de leçons par rapport à ces vulnérabilités, à ces risques, afin de pouvoir promouvoir la résilience et le redressement du secteur. Finalement, nous anticipons que cet événement va permettre d'analyser les challenges et les opportunités et établir les implications significatives de la digitalisation de l'enseignement supérieur en Afrique afin de pouvoir avancer vers l'innovation, promouvoir une digitalisation, une institutionnalisation des institutions. Et tout ce qui va émaner de cet événement nous permettra de formuler des politiques et des recommandations vers l'avancement de la digitalisation en Afrique. Merci. Merci beaucoup, Dame Tu, pour nous avoir dressé un petit peu le contexte. Je sais qu'il y a beaucoup de questions que vous avez soulignées et qui seront reprises par les membres du panel de discussion. Je vais maintenant passer la parole au président de cette session, Michael Gebel, qui est le directeur de l'unité politique de l'Association des universités européennes basée à Bruxelles. Vous avez la parole pour lancer le panel. Merci beaucoup, Elisabeth, et merci beaucoup, Dame Tu, parce que vous avez déjà vraiment bien décrit pas mal de choses pour nous tous. Et en fait, j'accueille cette opportunité d'avoir ce webinaire avec notre association sœur, l'Association des universités africaines, ainsi qu'avec notre partenaire Obréal, grâce au projet Aqua. Je pense que nous avons affaire à un moment critique. Et en fait, on a déjà parlé de ce sommet entre l'Union européenne et l'Afrique et comment ce webinaire, justement, tente de contribuer à cela. C'est-à-dire que nous avons créé un élan politique. Il y a aussi les deux régions, c'est-à-dire l'Union européenne et l'Union africaine, qui ont établi comme priorité la digitalisation, ce qui, bien sûr, inclut le secteur de l'éducation ainsi que la recherche. Je pense qu'il est très important pour nous, tous ceux qui travaillons ou venons des institutions, eh bien, nous reconnaissons tous qu'il s'agit d'un moment critique. Nous avons été forcés à se servir des outils digitaux pour l'apprentissage, l'enseignement, et ceci doit maintenant faire partie de la normalité. Nous sommes encore en train d'explorer ce que cette normalité veut dire pour chacun de nous.
Et bien sûr, au cours des 2 dernières années, on a été forcé à travailler d'une façon qui n'était pas habituelle pour nous. Maintenant, nous sommes à une situation où il faut faire des choix et il faut amener les arguments nécessaires pour convaincre nos pairs, nos collègues, pourquoi ou pourquoi pas il faut aller vers le digital. Donc voilà, je pense que ce webinaire va nous permettre d'explorer cela depuis différentes perspectives. J'ai ici 5 autres collègues qui vont se présenter eux-mêmes d'ici quelques secondes, mais je vais en fait vous indiquer un petit peu comment nous allons procéder. Nous aurons quelques présentations, peut-être une plus longue, d'autres plus courtes. Et voilà, ensuite, nous ouvrirons la discussion. Et bien sûr, vous êtes tous et toutes les bienvenus pour nous faire part de vos commentaires. Vous pouvez utiliser la section questions-réponses ainsi que le chat. Et bien sûr, aussi, si vous souhaitez répondre, vous pouvez également utiliser la section questions-réponses. Alors voilà, je vais passer la parole maintenant à Laïssa qui va sans doute Maïssa qui va se présenter. Mhm. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Michael, pour cette introduction. Donc, bonjour à tous les participants à ce panel. Donc, je suis professeur Maïssa Mbaye de l'Université Gaston Berger du Sénégal. Et par ailleurs, je suis le coordonnateur du Centre d'excellence africain en mathématiques informatiques et TIC qui est au Sénégal, qui fait partie du projet ACE, la Banque mondiale et qui est accompagné par l'Association des universités africaines. Je suis aussi le leader du Digital Science Technology Network, le réseau des sciences et technologies qui regroupe 6 centres d'excellence du programme dans 3 pays, dont je parlerai tout à l'heure. Je suis aussi dans le réseau du PACET Persif, qui est un programme de recherche dans le domaine des sciences et technologies. Je suis dans le WACREN, qui est le réseau des réseaux d'enseignement et de recherche de l'Afrique de l'Ouest, et aussi membre de l'ASCII. Donc voilà, j'ai plusieurs casquettes au niveau continental, mais je reviendrai plus amplement sur les détails. Donc, juste pour résumer, au niveau du Centre d'excellence africain en mathématiques et informatique, nous sommes censés faire de la formation, de la recherche, innovation et de la valorisation et transfert de technologies autour du numérique, des mathématiques appliquées et de la physique appliquée. Et plus récemment, on est dans le renforcement de capacité du secteur industriel et du secteur informel. Donc, je vais m'arrêter là pour donner l'occasion à d'autres. Voilà. Je reviendrai plus en détail sur ça. Merci beaucoup, Maïssa. And I'm turning now to Sharon. Et maintenant, je vais passer la parole à Sharon pour avoir la perspective africaine, mais aussi la perspective de l'Europe. Sharon, vous avez la parole. Merci beaucoup, Michael. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Je voudrais vous remercier vraiment de cette opportunité de prendre la parole aujourd'hui. C'est un sujet vraiment très intéressant et c'est un privilège de faire partie de cette discussion. Je vais me présenter. Je travaille au sein de l'Association des universités irlandaises. C'est l'organe représentatif de 8 différentes universités en Irlande, c'est-à-dire c'est à l'extrême ouest de l'Europe. Et au cours des 3 dernières années, j'ai géré un projet qui s'appelle le renforcement de l'apprentissage et de l'enseignement digital dans le cadre de cette association d'universités irlandaises. Je vais vous parler un petit peu de ce projet et des résultats. Donc voilà, en essence, le projet a été financé par l'autorité de l'enseignement supérieur irlandaise avec un budget de 3 millions d'euros il y a 3 ans. C'est un projet de 3 ans et demi. Il a commencé en 2019
Et en ce moment, eh bien, nous sommes à un point où je commence à rassembler tous les résultats et à analyser l'impact que nous avons eu. Alors, en fait, le projet, bien sûr, il a commencé juste avant le début du COVID, c'est-à-dire que nous avons reçu l'impact du COVID, mais nous avons bien sûr su y répondre. Il a été mené par l'association d'universités et il a impliqué 7 différentes universités, c'est-à-dire que c'était un travail fantastique. Nous avons pu voir les différentes stratégies, les différentes cultures qui existent finalement au sein des différentes universités. Il y avait 3 objectifs dans ce projet. 2 objectifs centrés sur les étudiants, c'est-à-dire le fait de renforcer les attributs digitaux de tous les étudiants des universités irlandaises, ainsi que de renforcer les expériences éducatives de tous les étudiants à travers l'utilisation de technologies digitales et de l'apprentissage digital. C'est-à-dire que nous avons tenté de renforcer cet apprentissage digital, mais aussi nous avons vraiment tenté de renforcer les compétences digitales de ceux qui enseignent, du corps enseignant. C'est-à-dire que nous avons tenté de commencer dès le début par cela. Nous avons trouvé 4 piliers guides dès le début du projet et nous avons suivi. Ceci nous a orientés, ceci a structuré notre travail. Je vais réviser cela très très vite. Tout d'abord, il fallait reconnaître qu'il n'y a aucune université qui a commencé depuis la case de départ. C'est-à-dire toutes les universités avaient déjà certaines capacités et expertises dans l'utilisation de technologies pour l'apprentissage. Et il y avait déjà une structure qui existait au sein de ces universités et nous voulions bâtir sur cela plutôt que de commencer depuis le début. Aussi, nous avons eu une approche qui consiste à pas tellement se centrer sur les technologies, mais plutôt sur l'usage que l'on fait de ces technologies. Et c'est pour cela que nous avons voulu adopter le cadre européen pour la compétence digitale. C'est le diagramme que vous pouvez voir là sur la diapositive. Je pense qu'on y reviendra plus tard. C'est-à-dire, c'est un cadre commun. C'est un cadre commun qui nous permet de décrire nos activités. Le troisième pilier, c'est donc le fait de se centrer sur les disciplines et les programmes par équipe plutôt que sur le personnel, dans le sens où nous avons voulu reconnaître que si l'on veut que le changement soit fait sur le long terme, eh bien, il faut penser aux équipes des programmes plutôt qu'à des individus en particulier. Et au cours des 3 dernières années, nous avons voulu impliquer les étudiants en tant que partenaires autant que possible. Ceci a vraiment bénéficié. Le projet nous a permis d'aller de l'avant. Et en fait, je voudrais maintenant vous parler un petit peu des résultats, des réussites. Tout d'abord, par rapport au développement professionnel du personnel, eh bien, c'est vrai que nous avons beaucoup avancé au sein de chacune des universités partenaires, mais aussi dans tout le secteur en Irlande, en créant une force pour les éducateurs, pour les enseignants, qui leur a permis d'explorer leurs compétences digitales et d'avancer. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, nous avons créé un cours ouvert, une formation qui est disponible pour tous les enseignants de l'enseignement supérieur en Irlande. Mais en fait, c'est quelque chose d'ouvert, c'est-à-dire que c'est finalement disponible pour tous ceux qui souhaiteraient s'y intéresser. Ce qui a été aussi très, très important au cours de la pandémie, c'était le renforcement des compétences digitales des étudiants. Il y avait déjà un niveau assez élevé, mais en fait, jusqu'à la pandémie, on n'avait pas prêté tellement attention à cet aspect. Et avec la pandémie, il y a eu des défis qui se sont rendus beaucoup plus visibles. Il y avait certains étudiants qui avaient du mal à accéder ou à bien utiliser certains outils. Et voilà, c'était vraiment un point d'attention pour nous.
Le troisième résultat tourne autour de la collaboration au sein de la communauté. Nous avons donc 7 universités, maintenant 8, qui font partie de l'Association des universités irlandaises. Et en fait, elles avaient toutes des défis communs, bien qu'elles étaient différentes. C'est-à-dire, jusque-là, elles avaient toutes tenté de résoudre leurs problèmes de façon isolée, mais en fait, à partir de ce projet, il y a désormais beaucoup plus de collaboration, de partage d'expériences, et ceci est un grand succès. Aussi, je vais vous parler de 2 autres résultats que nous n'avions pas prévus à ce moment-là. L'un de ces résultats est lié à la réponse à la COVID et je voudrais dire là, il y a de l'évidence là-dessus, que le projet a informé la réponse nationale par rapport au COVID. C'est-à-dire, nous nous sommes assurés que les universités répondaient de façon à placer la pédagogie et les étudiants en premier, au lieu de placer les technologies et les outils en premier. Et ce que je vous ai dit également, c'était un modèle pour le partenariat des étudiants. C'est quelque chose sur laquelle nous n'avions pas compté, mais c'est apparu et ça a beaucoup influencé les résultats obtenus. Maintenant, je m'arrête ici et je vais permettre que les autres membres du panel puissent prendre la parole. Merci beaucoup encore une fois. Merci Sharon, c'était très complet, c'était une bonne idée. La crise a probablement accéléré et renforcé cette initiative et je crois que vous avez désigné un certain nombre de choses que nous allons traiter un peu plus tard, y compris le cadre compétences européen. Et Anastasia nous en parlera un petit peu plus dans sa présentation. Anastasia, vous voulez vous présenter rapidement? Oui, bonjour. Merci pour cette invitation. C'est un privilège d'être ici et pour vous présenter ce qui se passe au niveau de la Commission européenne. Je vais partager mon écran pour que vous voyez ma présentation qui va me permettre de souligner quelques idées importantes et à partir de là, commencer la discussion. J'espère que maintenant vous pouvez voir mon écran. Oui, oui. Bien, donc comme je l'ai dit, au niveau de la Commission européenne, nous travaillons avec ces cadres de compétences digitales. En 2006 et jusqu'en 2018, la compétence digitale là a été une des 8 recommandations et il est important de dire que nous avons la connaissance, la compétence et les attitudes. Et depuis 2013, nous avons développé un cadre qui a à voir avec la compétence digitale pour les citoyens, l'autre pour les organisations et pour les éducateurs. Donc, quels sont ces cadres de référence? Ce sont des modèles de référence conceptuels qui peuvent nous donner une compréhension complète de ce qu'est la compétence digitale. Il nous permet d'avoir une vision partagée, un vocabulaire et un échange de bonnes pratiques entre les États membres. Il est important de dire que pour développer ces cadres, on suit une approche scientifique pour construire un consensus avec différents acteurs. Bon, laissez-moi commencer avec le cadre digital de compétences digitales pour les citoyens, DICOMP. Nous avons 5 domaines et chacun de ces domaines a les compétences clés et donne également des exemples d'attitudes que la compétence digitale devrait avoir. En mars dernier, nous avons eu la dernière version de DICOMP 2.2 avec 250 nouveaux exemples de connaissances, de savoir-faire, d'attitudes. Par exemple, comment faire un fast-check rapide des contenus en ligne, l'accessibilité digitale, le travail à distance, les citoyens interagissant avec les systèmes d'intelligence artificielle
Vous pouvez télécharger cela ici pour avoir une idée un peu plus complète là-dessus, ainsi que les étudiants universitaires, évidemment. En ce qui concerne la compétence digitale des éducateurs, eh bien, dans ce cadre, on parle plus des compétences professionnelles dans un contexte d'enseignement, pardon, et comment les enseignants ou les éducateurs peuvent également faciliter leur apprentissage de la compétence digitale. Et encore une fois, vous avez 6 domaines à analyser avec les compétences clés en question. Pour approcher cette approche conceptuelle qui peut être adoptée, nous avons développé également certains instruments, certains outils pour transformer ce cadre, disons, théorique en quelque chose de plus pratique. Le Selfie pour les enseignants, par exemple, qui fournit un instrument pour que les professeurs, les enseignants puissent réfléchir sur leurs compétences digitales et sur les objectifs qu'ils souhaitent atteindre. Et également, quelque chose de spécifique pour l'éducation supérieure. Vous avez 32 items qui, par exemple, la réflexion computer, les techniques émergentes, passant d'un niveau A1 à C2, d'être conscient à, disons, à pouvoir contribuer à la communauté. L'instrument n'est pas une enquête, c'est un instrument, c'est un outil pour tenter de soutenir l'engagement des enseignants et aussi pour initier le chemin vers leur propre apprentissage. Et voilà, en ce qui concerne l'éducation supérieure, il y a donc des ressources et données qui sont disponibles en anglais et en espagnol pour le moment. Et pour vous donner quelques exemples, voilà comment ce cadre de référence est utilisé pour soutenir la formulation de politiques et la soutenir également pour des stratégies de planification d'instruction, des politiques d'évaluation et aussi il y a un guide avec 38 pratiques pleines d'inspiration qui peuvent être intéressantes pour vous. Et pour une vision globale de cet cadre familial et de ces instruments, vous avez donc des exemples ici, comment cela peut être utilisé. Cela est pour les individus. Ensuite, vous avez Digicom Edu qui est donc pour les éducateurs, pour les professionnels, et pour les organisations qui est Digicom.org et le Selfie pour les écoles. Voilà, c'est tout pour le moment. Merci de m'avoir invité. Merci, Anastasia. Donc, comme vous le voyez, nous avons différents cadres de compétences pour l'Europe, en Europe, pour les institutions, pour les éducateurs, et tous sur le centre de recherche de la Commission. Nous pouvons partager le lien un peu plus tard, de manière à ce que vous les voyez, vous pourriez les utiliser. Et Sharon, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de comment vous les avez utilisés en Irlande? Oui, je suppose que nous avons utilisé différentes manières. Le projet nous a permis de parler une langue commune dans le cadre, tandis que nous faisions ce que nous faisions. Nous avons pu faire une cartographie de cette compétence digitale sur les opportunités de développement digital pour les membres du personnel académique, donc pour pouvoir voir quels étaient les points communs entre les 7 différentes universités et aussi quels étaient les fossés, les manques dans les universités. L'autre manière dont on l'a utilisé, c'est comme partie du cours ouvert de l'open course dont j'ai parlé, qui était basé sur cette auto-évaluation, encore une fois,
dans ce cadre DIGCOM, permettant donc aux membres du personnel individuel pour qu'ils puissent évaluer où ils en sont et où ils aimeraient être. Et d'autres exemples en Irlande, basés sur DigiCompEdu. Donc, c'est un cadre assez populaire entre les institutions irlandaises. Merci. Cela nous donne une idée et on pourra y revenir un peu plus tard. Il y a une question d'Anastasia sur si ce cadre que vous avez présenté est en différentes langues. De fait, la question est posée en français. Vous voulez répondre, Anastasia? Oui, bien sûr. Nous avons différentes traductions de ce cadre. Les instruments pour les enseignements sont disponibles en 38 langues, ainsi que les instruments pour les écoles. Mais tous les produits de la Commission européenne, tous ceux qui souhaitent adapter ou traduire ces cadres, nous serons très heureux de partager des directives sur comment procéder. Donc, si vous ne trouvez pas votre langue, vous pouvez contribuer à la traduction. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer la parole à nos collègues africains. Nadumo, est-ce que vous voulez vous présenter? Et merci à tous. Je suis très heureuse d'être ici dans ce webinaire. Je suis Nodumo Dlamini. Je suis la directrice des communications pour la gestion de la connaissance dans l'Association des universités africaines, la AU. Et en ce qui concerne ce que nous sommes en train de faire en tant qu'association, je vais commencer en présentant l'association elle-self. Nous sommes un réseau de plus de 55 ans, de plus de 400 universités africaines. Nous sommes représentés dans les 5 régions du continent. Nous avons des bureaux régionaux au Soudan, en Égypte et aux États-Unis pour nous aider à atteindre nos buts. Nous sommes également les coordinateurs du CESA, qui est le cluster d'éducation supérieure de l'Union africaine, qui est la stratégie donc de l'Union européenne pour l'enseignement supérieur en Afrique. En termes de digitalisation, notre web est guidé par la politique africaine et qui a piloté donc la stratégie de transformation digitale pour l'Afrique 2020-2030. La stratégie d'éducation digitale de l'Union africaine est en train d'être finalisée et elle va fonctionner de 2022 à 2028. Cette stratégie informera également une stratégie qui se centrera sur l'éducation supérieure en particulier. Que faisons-nous en particulier? Eh bien, le secrétariat des universités en Afrique sont impliqués dans un certain nombre d'initiatives pour promouvoir la digitalisation. La première, nous soutenons l'établissement de réseaux éducatifs et de recherche nationaux et régionaux. L'importance de ceci est pour résoudre les challenges d'infrastructure auxquels fait face le continent. Donc, ce sont les prestataires de services Internet ou les institutions éducatives et les universités et institutions de recherche également. Sous les centres d'excellence pour le développement et projets d'impact, nous sommes financés par la Banque mondiale et l'Agence de développement française pour développer 33 centres d'excellence. Dans ce projet,
Nous mettons en œuvre ce qui s'appelle des centres de compétences en éducation digitale et leur initiative qui implique 6 universités. Ces universités sont soutenues pour se renforcer elles-mêmes en termes de comment elles mettent en œuvre l'éducation digitale. Donc, le projet les renforce en termes de formation et aussi les techniciens qui renforceront la digitalisation. Elle établit aussi l'éducation digitale dans ces 6 universités pour que le contenu puisse être développé. En tant que secrétariat, nous sommes également impliqués dans la formation digitale, comme des ateliers de transformation digitale continentaux, qui sont des webinaires qui sont menés à bien selon demande et également avec des événements face à face. Nous développons également des directives pour la mise en œuvre de cette transformation digitale pour le bénéfice de nos universités sur le continent. Nous avons commencé à mettre en œuvre des réseaux thématiques. Je crois que le professeur Bay en a mentionné un. Les autres sont des réseaux digitaux. Un autre réseau est l'Institut régional pour l'apprentissage à distance. Et à travers cela, nous construisons des communautés de pratique qui peuvent inspirer la transformation digitale dans une université. Enfin, nous partenerons avec eLearn Africa pour développer le système de gestion d'apprentissage de l'AU en e-learning pour soutenir les institutions qui n'arrivent pas à développer leur propre système de gestion et pour accueillir leur contenu sur cette plateforme continentale. Et je mentionnerai les autres items lorsque nous arriverons à la discussion. Merci de votre attention. Merci, Nodumo. C'était un très bon très bon résumé de toutes les choses dans lesquelles vous êtes impliqués. Et cela pose, disons, la scène pour la prochaine intervention qui va nous donner où en sont les choses dans le centre d'éducation supérieure. Et James, est-ce que vous pouvez vous présenter et commencer votre présentation? Okay, sorry, I just see there's somebody who says. Oui, pardon, je pense que quelqu'un a dit qu'il n'y avait pas de traduction vers le français. Eh bien, normalement, ça devrait marcher. Est-ce que vous nous entendez? Nous sommes en train de traduire vers le français. En tout cas, en bas de votre écran, il y a une icône avec un globe. Vous cliquez dessus et vous devez sélectionner la langue de votre choix. Le français, l'anglais, le portugais. James, allez-y. Merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup à tous les participants à ce webinaire. C'est un plaisir pour moi de me joindre à vous et de voir tous les partenaires qui travaillent dans ce secteur. Je suis James Joey, je présente le réseau africain de l'internationalisation de l'éducation. C'est un réseau formé de différents membres, des centres de recherche, des praticiens, des individus qui travaillent pour le renforcement de capacité, le plaidoyer et le partage d'informations par rapport à la dimension internationale de l'enseignement supérieur en Afrique. Je suis le directeur exécutif fondateur de cette association. Et en fait, Damte nous a parlé aussi au niveau continental. Et je travaille dans la partie est de l'Afrique avec la communauté de l'Est de l'Afrique, Kenya, Tanzanie, Ouganda, Sud-Soudan. Et j'ai travaillé en fait par rapport
au cadre politique à mettre en place pour la région. En termes d'éducation, je vais vous parler de l'état de lieu de la digitalisation, la recherche et l'internationalisation dans les universités africaines. Et en fait, je vais souligner très rapidement ce qui est en cours et aussi ce que fait notre réseau, ce que nous avons fait au cours de l'année dernière dans le pic de la COVID. Et ceci a été grâce aussi à l'échange entre le service allemand et notre réseau africain, et aussi dans le cadre du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. Il y a un petit peu de bruit de fond, d'écho. Ça résonne un petit peu, James. Je ne sais pas si vous pouvez vous approcher de votre micro. Ah oui, maintenant ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux. Worse, actually. Yeah. It is worse. We can Oui, en understand you. fait, non, c'est... Voyons, non, ça marche. Oui, je ne sais pas si c'est mieux maintenant. C'est peut-être un petit peu mieux sans la clim. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'écho. Alors, je vais parler des transformations récentes dans le secteur de l'enseignement supérieur en Afrique dans le passé récent. Alors, j'admets que certains éléments que Damte a déjà soulignés, eh bien, j'allais les dire moi aussi, alors je vais passer outre. Mais en tout cas, nous avons eu affaire à une croissance rapide et une expansion en Afrique par rapport à la diversité au nombre d'institutions, ce qui veut dire aussi qu'il faut fournir des programmes adéquats à cela. Et ceci va de pair avec une croissance du nombre d'étudiants et d'inscriptions. Aussi, bien sûr, la COVID a affecté un tout petit peu tout cela. Il y a aussi les réformes dans la gouvernance et la gestion de ces établissements. Aussi les transformations de la politique qui, en ce moment, sont en train de se produire. Il y a des débats en ce sens et il y a aussi des réformes politiques à des niveaux multiples, avec des initiatives au niveau institutionnel, national, régional. Il y a aussi des cadres de collaboration qui s'établissent. Il y a aussi beaucoup plus d'accent qui est mis sur la recherche et sur l'éducation après donc les degrés. Et tout ceci, bien sûr, dans un cadre qui est quand même jonché de défis par rapport aux capacités, par rapport à la capacité de recherche, aussi les défis concernant le personnel des universités et aussi le COVID et les changements que cela a comporté. Alors, avec la COVID-19, eh bien, la digitalisation, c'est quelque chose qui a dû être accompli, mais d'urgence. Et le secteur de l'enseignement supérieur était jusque-là assez, disons, dépassé parce que personne ne s'attendait à ce type de changement. Et comme Dante a dit auparavant, il y a un nombre d'institutions qui ont dû fermer leurs portes pendant un certain temps parce qu'ils n'avaient pas la capacité de fournir des alternatives lors du COVID-19. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un défi par rapport aux infrastructures et en fait, nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'inégalités locales, régionales. Il y avait cette brèche digitale, bien sûr, ceci a déjà été mentionné, et ce n'est pas un phénomène seulement nord-sud, c'est aussi au sein de différents pays. Il y a des disparités, il y a des exclusions, spécialement entre différentes catégories d'étudiants. Et il y a aussi la tentative des universités d'inclure la digitalisation. Mais bien sûr, ceci est un défi qui venait s'ajouter à toutes les difficultés rencontrées par les universités. La digitalisation
nous amener à voir aussi les impacts au niveau des superviseurs et au niveau du contexte récent en Afrique. Et aussi dans le contexte où les universités africaines doivent prioriser l'innovation. Il y a eu également la reconnaissance déjà, après laquelle la digitalisation, bien sûr, offre des opportunités pour l'enseignement et pour les étudiants de l'Afrique, non seulement au niveau post-universitaire, mais aussi cela nous permet de créer des sociétés plus collaboratives et plus créatives. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut discuter davantage, cette collaboration entre les différentes universités, explorer les opportunités en ce sens. Il faut aussi utiliser tout cela pour répondre aux défis que j'ai cités auparavant, prendre en compte des opportunités des technologies digitales pour augmenter les collaborations, les possibilités d'enseignement post-universitaire et réduire les coûts associés à la recherche et à la mobilité. Aussi, par rapport à l'internationalisation, eh bien, je suis très content que Damte soit ici parmi nous et je suis très content de dire que Damte a été le fondateur d'un réseau aussi que j'ai mené et notre travail par rapport à l'internationalisation, en ce sens, nous a permis de reconnaître que l'internationalisation a fait partie des universités africaines depuis le début. Seulement, les universités africaines s'impliquent depuis une position plus faible et c'est vrai que Damte l'a déjà souligné. La plupart des universités ont subi des difficultés et je pense que la révolution des TIC a fourni des opportunités et nous a ouvert des initiatives que l'on pourrait explorer. Ceci offre beaucoup d'opportunités pour améliorer la situation que nous avons décrite. On a dit également que l'Afrique est la seule région du monde qui associe l'internationalisation à une série de risques et de défis. Et ces risques ont été très bien documentés avec les conséquences qui s'en suivent. Il y a eu aussi beaucoup de documentation par rapport aux bonnes pratiques que l'on peut mettre en place pour mitiger ces risques, mais je pense qu'il est l'heure de parler, de discuter, de voir comment la digitalisation peut nous accompagner pour améliorer la situation et faire que la recherche et la collaboration soient plus inclusives et pour nous permettre de nous positionner par rapport à ces réalités. Voilà, je pense que notre position, c'est que la digitalisation peut nous offrir beaucoup plus de possibilités pour minimiser les risques et les défis auxquels nous avons à faire par rapport à l'internationalisation. Eh bien, il faut être réaliste. Cela peut nous aider à relever certains défis, mais nous avons vu qu'il y a certaines illégalités qui se sont renforcées. En fait, nous avons vu cela dans le COVID et il y a certaines poches qui sont très vulnérables, mais il y a aussi des possibilités d'amener à parler des défis de l'interconnectivité, les défis des compétences, et les défis de pouvoir accéder à certains équipements de haute qualité dans certaines parties du monde. Et ceci doit permettre que l'Afrique soit un joueur clé par rapport à l'internationalisation. Et tout ceci est basé sur l'expansion rapide du secteur de l'enseignement supérieur, comme j'ai dit, et cette réalité que l'Afrique vit aujourd'hui. Et je pense que nous pourrions devenir l'un des leaders dans l'internationalisation. Alors, par rapport aux défis et barrières qui existent encore, eh bien, tout ceci a déjà été cité par les intervenants précédents, l'exclusion, le challenge aussi de trouver des capacités du financement pour les infrastructures. Mais je voudrais souligner, en fait, qu'aujourd'hui, nous avons affaire à la situation suivante. La COVID a catapulté notre tentative d'intégrer la digitalisation. Mais c'est vrai qu'il y a encore certaines personnes qui ont raté leur opportunité.
Et ceci est dû à un manque de soutien, aussi les dépenses associées à la digitalisation. Et je pense que c'est là où le débat doit se placer. Il faut agir ensemble, il faut renforcer les capacités, il faut soutenir les institutions et faire cela afin que nous arrivions à une situation meilleure que la situation par le passé. Je ne veux pas dire que la situation par le passé soit mauvaise. Ce que je veux dire, c'est que les étudiants, bien sûr, ils veulent revenir à la situation avant la COVID, dans le sens où ils veulent du présentiel. L'isolement a été très dur à vivre. Mais voilà, il faut s'interroger, il faut voir comment soutenir les aspects positifs de l'intégration de la digitalisation. Le contexte politique, Nodomo en a déjà parlé. Nous avons déjà ce qui est disponible au niveau continental et nous avons la stratégie continentale pour l'enseignement qui a déjà été citée par Dante Nodomo. Et nous avons également les tentatives de répandre l'enseignement supérieur en Afrique pour faire face aux défis continentaux. Et d'ailleurs, l'un des mots-clés, c'était d'exploiter les capacités de la digitalisation afin d'améliorer l'accès aux systèmes digitaux. Et Nodomo a parlé de cette stratégie de transformation digitale en Afrique et la plateforme Open Science en Afrique, c'est-à-dire un pays qui ne développe pas les compétences digitales, utilise ainsi des compétences qui ne sont pas pertinentes et nous devons faire en sorte que les institutions jouent un rôle clé là-dessus. Il y a aussi les politiques nationales par rapport à la digitalisation, technologie de l'information et de la communication. Mais en fait, ces politiques nationales existent, mais elles ne sont pas suffisantes pour gérer les situations émergentes. Par conséquent, ces fragilités politiques doivent être renforcées et ceci passe donc par une création des capacités nécessaires et des compétences nécessaires pour que tout le monde puisse jouir des opportunités. Maintenant, pour conclure, je dirais que par rapport au droit à la digitalisation, ceci doit être intégré dans le système d'éducation supérieure africaine et cela va nous permettre de changer la position de l'Afrique par rapport à la société de la connaissance globale. Depuis l'émergence des secteurs de l'enseignement supérieur, l'Afrique a été à la périphérie. Et je pense que si nous travaillons tous de façon collective en ce sens, ça va amener davantage d'inclusivité dans les projets, dans la recherche, dans la participation des universités et la contribution donc à une connaissance globale, à une société de la connaissance globale. J'ai déjà parlé des opportunités présentées par la digitalisation et le président de l'Association des universités africaines a déjà présenté aussi lors d'une conférence très récente ce besoin des universités smart, intelligentes en Afrique. Et ceci pour répondre à la situation issue de la COVID-19. Je crois que par rapport à l'internationalisation, et là je conclus, je pense que nous avons devant nous des opportunités très bonnes, si on les prend du point de vue positif, pour renforcer l'internationalisation et pour mitiger certains risques. Il y a bien sûr certaines implications par rapport à la mobilité. Il y a des implications évidentes par rapport aux possibilités de recherche et de collaboration. Je pense qu'il faut agir davantage ensemble. Et la façon dont les universités africaines ont répondu à la COVID-19, qui a été un choc pour le système, bien sûr, eh bien, cela nous montre vraiment la résilience du secteur de l'enseignement supérieur en Afrique, mais aussi globalement. Je pense que nous pouvons réussir davantage, en fait, si on travaille ensemble. Je vais m'arrêter ici et je vous remercie vraiment de votre attention.
Merci beaucoup, James. Là, en fait, je m'intéresse au chat et vous avez reçu des commentaires très positifs par rapport à votre présentation. Cela a été très apprécié. Et aussi, ça nous donne quand même la possibilité de réfléchir. C'est-à-dire, il va falloir digérer tout cela et voir différents aspects. Maintenant, j'aimerais passer à la perspective institutionnelle et je vais demander à Maïssa, mais aussi à Sharon, euh, comment on reconnaît les institutions et le système par rapport à votre présentation et quel a été le changement aujourd'hui? C'est-à-dire maintenant que l'on sort de la pandémie et que l'on redevient à la normale, eh bien, comment se trouve la situation? Bien que quelqu'un, d'ailleurs, dans le chat a dit qu'on ne peut pas redevenir à la normalité. Maïssa, voulez-vous répondre? Euh, Merci beaucoup pour cette question et je remercie les présentateurs pour ces brillantes présentations. Donc, en fait, par rapport à la COVID, si vous voulez, il y a eu de l'hésitation tout au début parce que je pense que beaucoup d'enseignants pensaient soit ne pas être capables de le faire ou avaient l'habitude d'utiliser des outils qu'ils pensaient difficiles à obtenir pour des cours en ligne. Je donne l'exemple des mathématiciens qui voulaient absolument avoir un tableau, pouvoir écrire des formules difficiles. Mais au fur et à mesure qu'on y allait, les gens voyaient que c'était possible. Mais si vous voulez, il y a quelque chose qui a changé, c'est que tout le monde, enfin, la preuve est faite que la digitalisation de l'éducation par la formation à distance est une possibilité, quelle que soit la discipline qu'on a. Certaines disciplines sont plus compliquées que d'autres. Par exemple, pour la physique, où ils ont besoin de faire des TP en présentiel, c'est un peu plus compliqué que des matières en littérature. Mais la stratégie au niveau de beaucoup d'institutions a été de stratifier en disant qu'on va développer des contenus en ligne pour supporter ou donner plus de ressources aux étudiants pour mieux assimiler les cours en présentiel. Donc, c'est comme si l'étudiant avait à disposition, à côté de sa formation en présentiel, des formations à distance. Parce qu'il faut reconnaître que la formation à distance aussi a un fort taux d'abandon. Nous avons eu beaucoup d'étudiants qui ont été complètement dépassés lors de cette pandémie, même si les cours se faisaient, pour différentes raisons. Pour les filles, par exemple, elles étaient plus sollicitées dans la maison. Pour les garçons, c'était plus compliqué d'avoir des endroits où ils pouvaient se mettre à côté. Maintenant, la deuxième phase où nous sommes en train d'aller, c'est de voir comment valider des crédits, des formations via des cours qui sont faits à distance ou des contenus qui sont disponibles pour l'auto-formation. Et la troisième phase est aussi expérimentée dans certaines formations. Il y a par exemple un master entièrement à distance en cyber, droit à l'UGB par exemple. C'est complètement à distance. Les diplômes, voilà. Maintenant, ce qui n'est pas à distance, ce sont les examens qui se font sur des centres AUF que nous remercions qui aussi, voilà, et qui appuient aussi ces formations. Et le plus difficile, qui est la dernière phase, c'est de produire des contenus qui permettent l'auto-formation, c'est-à-dire qui nécessitent moins d'interaction avec un enseignant et qui permet à l'étudiant de pouvoir exploiter selon son rythme les contenus à distance. Mais actuellement, on va dire qu'on est dans un monde hybride où les enseignants qu'on déplacé depuis de très lointaines régions, aujourd'hui, on envisage très facilement de pouvoir faire le cours à distance. Les enseignants qu'on peut déplacer et qui peuvent venir aussi interagir avec les étudiants, on les fait venir tant qu'on peut. En même temps, on est engagé sur le développement de contenu pour pouvoir à un moment faire part, parce qu'on se dit que cette pandémie est une alerte peut-être d'une longue série. Maintenant, en termes de leçons, ce que je peux dire, c'est
La pandémie nous a montré différentes choses. La première, c'est, pour moi, c'est l'intérêt des initiatives qu'il y a eu sur les universités virtuelles. La première université virtuelle à ma connaissance, c'était l'université l'UVA, l'université virtuelle africaine qui avait été développée avec l'aide de l'université de Laval au Canada. Et bizarrement, cette université n'a pas vraiment donné des diplômés, mais a permis l'émergence d'universités virtuelles au niveau de plusieurs pays, dont l'UVS au Sénégal, l'UVCI en Côte d'Ivoire, l'UVT, et qui sont en train de fonctionner. Et durant la pandémie, c'était les seules universités qui étaient capables et qui étaient prêtes à fonctionner réellement. Donc, ça a repositionné ces universités sur lesquelles beaucoup de gens avaient des doutes sur la pertinence, la possibilité et la réalisation. La deuxième leçon que j'en tire personnellement, c'est ce positionnement qu'on fait d'habitude des universités africaines, comme quoi il y a très peu d'initiatives, les gens ne sont pas formés, etc. C'est vrai, mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Je sais que l'UVA a développé beaucoup de contenus libres dans différentes thématiques qui ont été réutilisés par des universités africaines. Et ces contenus ont été développés par des enseignants-chercheurs au niveau de l'Afrique. Ce sont des Africains qui l'ont développé. Donc, ce positionnement de toujours mettre en avant le fait qu'on est un peu en retard, ça cache un peu toutes les initiatives qui se font au niveau de ces universités. Par exemple, aujourd'hui, quasiment dans toutes les universités, il y a des instituts de formation à distance, dont la finalité est de développer les formations à distance. Je sais que aujourd'hui, c'est rare de trouver dans une université africaine, c'est rare de trouver une université africaine qui n'a pas d'institut de formation à distance. Et même dans les projets centres d'excellence, il y a carrément tout un ensemble de centres d'excellence qui sont dédiés au développement de formation à distance. Et je vais terminer par cette leçon-là, par une dernière leçon ou deux, c'est les communautés de practice. C'est-à-dire, durant la pandémie, on a vu des communautés telles que le WASCAL, le RUFORUM et autres dans le domaine de l'agriculture ou du changement climatique, qui sont des communautés de recherche et de développement africaines et qui ont montré en fait ce qu'ils peuvent faire dans ces situations, aussi bien dans la capacitation de leur domaine en utilisant les outils numériques que dans la production de contenu. Et sur le plan qualité, on a un référentiel qui existe au niveau du CAMES sur le développement de formation à distance, aussi bien au niveau du CAMES, qui est africain plutôt francophone, et au niveau de plusieurs pays, dont le Sénégal. Je pourrais revenir dessus parce qu'il y a aussi des choses qui se font au niveau infrastructure, parce que c'est aussi un des défis qui avait été le défi de comment les étudiants, on va leur donner l'accès à partir de chez eux. Bon, je pourrais faire une contribution après pour montrer un peu ce qui est en train de se faire, qui est la réalité que, bon, on a des difficultés, mais en Afrique, il y a plein d'initiatives qui se font. Parfois, ça ne survit pas à cause de moi. Je vous remercie. That's interesting, James. And what you just said C'est about très intéressant en fait. Vous avez C'est très dit que intéressant chaque ce que université vous a une dites, unité qu'il y a d'enseignement à une unité distance d'apprentissage. C'est vraiment un et résultat de c'est la COVID justement qui après la n'existait COVID. pas auparavant. C'est ça? J'ai entendu deux traducteurs en même temps. Ah. Donc, excusez-moi, vous pouvez répéter la question? Alors, chaque Oui. université Mhm. a une unité d'apprentissage à distance qui n'existait pas avant la pandémie. Donc, c'est clairement un impact de la pandémie donc, sur les institutions. Non. Bon, en réalité, si vous voulez, le travail sur les formations à distance, par rapport à moi, l'expérience que j'avais, c'est qu'on a l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, dans notre zone francophone. Dans notre zone francophone, c'est l'AUF qui a impulsé le développement des formations à distance depuis plus de 15 ans. Et ça a permis de développer des formations à distance et tout. Et ça a permis
d'inciter aussi les universités à avoir des instituts de formation à distance. Et c'est le rôle qui a un peu pris de la valeur avec la COVID, mais c'est un travail qui date de 15 ans, 16 ans dans les universités sénégalaises. Thanks. Sharon, how does that look from an Irish perspective? Alors, Sharon, d'un point de vue irlandais, il y a une forte pression pour le revenir dans les campus. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, Michael. Merci, James, pour une présentation fascinante. Oui, absolument. L'une des choses qui m'a frappé dans la présentation de James, c'est à quel point nous avons des choses en commun avec l'expérience irlandaise. Je suis complètement d'accord. Les challenges qui ont été posés par la COVID et comment les universités ont répondu à ces challenges, je crois qu'il y a beaucoup de choses en commun. En particulier, de l'exposition du fossé digital, même dans un pays comme l'Irlande, il y avait vraiment des grands problèmes d'accès pour certains étudiants, accès à l'infrastructure, à des ordinateurs, et cela vraiment pose des grands problèmes. L'isolement, pardon, qu'avaient senti certains étudiants, et je crois que c'est pratiquement une réponse, un isolement terrible subi par ces étudiants. Ils veulent revenir au campus, ils veulent avoir l'expérience sociale. Et ce qui n'est pas clair, c'est s'ils veulent revenir dans les salles de classe, parce que dans les derniers 6 mois, nous avons trouvé, ainsi que de nombreux pays dans le monde, les étudiants sont de retour dans les campus. Ils n'apparaissent pas dans les amphithéâtres et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et je crois qu'on a besoin de beaucoup plus de flexibilité en termes de ce que nous pouvons fournir aux étudiants et comment ils peuvent accéder à leur éducation. Les autres choses que j'ai reconnues dans ce qu'a dit James, c'est sur les questions de bien-être. Cela s'applique aux étudiants, mais aussi aux membres de nos personnels, parce qu'à cette étape, tout le monde est fatigué, tout le monde est épuisé. Nos personnels ont peut-être raté des opportunités de recherche et ils veulent revenir, en particulier dans les universités qui sont centrées sur la recherche. Et ce que j'entends, c'est que les personnels ont des capacités limitées en termes d'espace et de temps pour développer encore disons, des renforcements digitaux. Et c'est pourquoi ils veulent revenir dans les salles de classe aussi. Et j'ai également noté que l'exposition à certains manques de standards de qualité. Je sais qu'il y a eu des problèmes particuliers parce que notre réponse était une réaction, ce n'était pas quelque chose de prévu, de planifié. Et beaucoup de nos personnels enseignants ont tenté de déplacer leur approche salle de classe à une approche digitale. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Il y a des problèmes autour disons, conférences ou des interventions, l'intégrité académique aussi. Comment évaluer les étudiants dans un environnement digital? Ce sont des défis et peut-être qu'on n'a pas bien répondu à ces défis, c'est possible. Est-ce que, Sharon, est-ce que vous pouvez, à votre avis, est-ce que ce sont vraiment des challenges digitaux qui ont à voir avec le média ou est-ce que cela signale peut-être d'autres faiblesses d'apprentissage et d'enseignement? Oui, très certainement. Cela revient à nos pratiques et cela a exposé ces faiblesses plutôt que de les créer d'ailleurs. Et en particulier autour de l'évaluation en Irlande, on veut vraiment que les étudiants écrivent des examens à la main pendant 3 heures, et ce qui n'est pas une bonne manière d'évaluer les personnes.
Mais bon, ça fonctionne pour les grands nombres, alors il y a une préférence pour cela. Alors que il y a beaucoup de recherches sur ce qui seraient des méthodes plus appropriées, mais on n'a pas accepté cela, on n'a pas appliqué, mais la pandémie a certainement exposé certains de ces problèmes, a mis en lumière ces problèmes. Autre chose qui a été mentionnée, on a reconnu l'importance de la formation pour le personnel et aussi le soutien pour le personnel, en particulier pour des personnels qui n'enseignent pas directement, mais qui soutiennent les enseignants. Peut-être les centres d'enseignement, e-learning, les personnes professionnelles impliquées là-dedans. Et autre chose qui est apparue dans la présentation de James, c'est l'importance du peer learning et pour les communautés de pratique. C'est quelque chose qui est très important dans notre propre projet, avoir des espaces des espaces digitaux pour que les personnels puissent parler des challenges auxquels ils faisaient face. Ça a très bien marché pendant la pandémie et je pense qu'on doit prendre cela en compte pour l'avenir parce que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de retour en arrière, même s'il y a un désir de revenir en arrière. Les choses n'étaient pas parfaites à l'époque et en particulier, les attentes des étudiants ont changé sur ce qui est possible et ils souhaitent être sur le campus, mais pas 5 jours par semaine. Ils ne veulent, et pas tous veulent être de retour dans les amphithéâtres. Voilà, c'est ma réponse. Bon, je vais repasser la parole à nos collègues africains. Dapto, vous avez fait un commentaire sur le retour ou définir ce qu'est aller de l'avant. Qu'est-ce que c'est un bon point? Qu'est-ce que ça veut dire aller de l'avant, aller en arrière? Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui souhaite répondre. Oui, peut-être. Bon, je ne vais peut-être pas répondre directement, mais je pense qu'en tant que continent, nous pouvons beaucoup apprendre des cadres de compétences digitales qui ont été développés par la Commission européenne. J'étais aussi impressionné par le projet de l'Association des universités irlandaises pour former, parce que je pense qu'on doit former pour que cette transformation digitale puisse être soutenue. Mais évidemment, ma réflexion est que l'Association des universités africaines est bien plus grande. Nous avons 400 universités. Donc, dans ma tête, j'ai essayé de voir comment déployer cela, comment est-ce que c'est possible de déployer cela au niveau continental? Oui, Nodomo, on peut en parler. Nous avons 800 membres et nous avons des problèmes similaires et on a commencé par ne pas fournir des formations, mais des initiatives de peer learning, d'apprentissage entre pairs. Avant la pandémie, cela existait déjà et maintenant, depuis la pandémie, nous le fournissons aussi en ligne. C'est une réponse possible, mais de fait, c'est effectivement un challenge. Namtou, est-ce que vous souhaitiez intervenir? Et s'il vous plaît, chers collègues, mettez vos caméras. Comme ça, on vous voit. Oui, Michael, merci. Je voulais juste poser la question de ce que ça veut dire aller de l'avant ou revenir en arrière. Beaucoup de leçons ont été apprises de cette pandémie. Et oui, il faut aller de l'avant. Mais l'idée de ne pas revenir en arrière ne dit pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'on ne va pas revenir aux amphithéâtres?
Moi, je préfère, sur cette question, effectivement, revenir dans les amphithéâtres. Et comme Sharon l'a dit, les étudiants qui ne veulent pas être dans des salles de classe pendant 5 ans, bon, il faut vraiment faire une étude rigoureuse et voir le contexte de cela. Les études dans les institutions africaines seraient différentes. Même dans les institutions africaines, il y a une variété de situations. Donc, je ne veux pas prendre trop de temps, mais j'aimerais vraiment voilà, soulever la question de qu'est-ce qu'on veut dire par revenir en arrière et aller de l'avant. Oui, vous avez tout à fait raison. Bon, c'était l'impression que nous avions tous que, bien, lorsque la pandémie sera terminée, on peut simplement déployer les choses et explorer les leçons apprises. Oui, les leçons apprises sont là, mais elles ne donnent pas forcément une direction claire à suivre. Et il faut en plus emporter le personnel et les étudiants avec nous. Donc, il y a quand même une question politique. Sharon a une réponse et évidemment Anastasia. Euh, évidemment, on a fait référence au cadre sur la qualité et l'inclusion. Sharon, à vous. Oui, très rapidement. Évidemment, je pense que l'amphithéâtre est important, mais il faut examiner ce qu'on fait lorsque les étudiants sont en face de nous physiquement. La pandémie a exposé le fait qu'il y a une grande variété d'étudiants que nous essayons de toucher. Et pour certains étudiants, oui, c'est bien d'être sur le campus, peut-être 5 jours par semaine, et ils aiment être dans un amphithéâtre. Mais pour d'autres étudiants, l'expérience online leur allait bien. Et je pense en particulier aux étudiants qui ont d'autres pressions sur eux, qui ont peut-être que le logement près de l'université est très cher ou difficile à trouver. C'est peut-être des étudiants qui prennent des transports pendant de longues heures dans la journée, ou peut-être qu'il y a d'autres choses dans leur vie, peut-être qu'ils ont des responsabilités et ils préféraient être des étudiants à temps partiel. Or, par exemple, les universités irlandaises ne sont pas très flexibles là-dessus. C'est ce que je pensais quand je disais cela. Et je crois que la pandémie nous a montré que une approche à l'enseignement que nous pouvons nous responsabiliser n'est pas adéquate pour tous les étudiants et il faut offrir plus de flexibilité. Et je pense que grâce au monde digital, on peut offrir cette flexibilité. L'autre aspect de cela, c'est que si nos étudiants reviennent dans les amphis ou dans les salles de classe ou dans d'autres espaces d'enseignement, il faut être clair sur ce qu'on fait avec eux, leur donner une raison pour être là, leur donner de la valeur. Voilà, c'était ma réflexion autour de mes commentaires. Et si je peux vous garder une minute de plus, Sharon, il y a une question sur l'évaluation. Vous avez déjà quelque chose sur l'évaluation en tant que point faible, pas seulement d'ailleurs en Irlande, pardon, mais en Europe et globalement. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur comment vous approchez cela? Parce que c'est un problème, un collègue Adedifa l'a mentionné. En Dom2, peut-être? Oui, certainement. En Irlande, on l'a identifié très tôt comme étant un gros problème. On a la préférence de faire des examens écrits à la main pendant 3 heures. Bon, on a fait beaucoup de choses dans le Forum national pour le renforcement de l'enseignement et de l'apprentissage. Il y a des manières peut-être plus authentiques de permettre aux étudiants de montrer qu'ils ont atteint les objectifs d'apprentissage.
l'évaluation très populaire qui a été celle en Irlande jusqu'ici. Donc, j'espère que cela va déclencher une discussion sur comment nous pouvons intégrer de manière réaliste, de manière plus nouvelle, renforcée par le digital, des manières d'évaluer les élèves. Je ne vois pas beaucoup de preuves là-dessus, mais j'espère que cela va pouvoir avancer dans ce sens. Par exemple, une évaluation open book à livre ouvert, c'est quelque chose que l'on a dû faire pendant la pandémie. Cela pose beaucoup de problèmes, mais je pense qu'on peut aller de l'avant et apprendre de cela au lieu de revenir à des pratiques anciennes. Et des collègues africains souhaitent intervenir là-dessus? Oui, j'espérais que Sharon allait rester, allait insister un petit peu plus là-dessus, mais je vais le dire. Ce qui a escalé, enfin, il y a une étude qui montre que cet apprentissage en ligne a explosé, d'après ce que j'ai compris. Deuxièmement, j'ai parlé pendant la pandémie et j'ai pris un rôle. Des fois, les gens disent qu'ils sont là, mais ils ne sont pas là. C'est ce que je veux dire quand on parle d'aller de l'avant, aller en arrière. Et il y a des problèmes dans ce sens. L'absentéisme est un problème aussi. Il y a une longue liste de problèmes dont il faut s'occuper si il faut vraiment être critique par rapport à tous ces problèmes. Plagiarism and also, but I think the point is that we had plagiarism already before. It was already a problem before. Je pense qu'on a tous fait l'expérience de ça aussi, mais c'est vrai que le plagiat, eh bien, ça existait déjà avant. On a déjà aussi dit que le fait que l'étudiant soit physiquement présent en classe, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il soit impliqué. J'ai passé la parole à Maïssa et puis à Anastasia. Oui, merci beaucoup. De ce que j'entends, effectivement, sur ce qu'on appelle aller de l'avant ou revenir, il faut savoir que pour moi, en fait, ça ne peut pas être un saut brutal parce que sur l'enseignement à distance, on a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas préparés à recevoir ce type d'enseignement parce qu'ils ont l'habitude d'interagir avec l'enseignant, de le voir. Ça participe à garder leur concentration durant le cours, même s'ils ne sont pas forcément les plus impliqués à poser des questions et tout. Et ce qu'on a vu sur les formations à distance, en fait, c'est ce qu'on voit un peu sur aussi les réunions. C'est que les réunions virtuelles, c'est qu'en fait, il y a plusieurs sources, il y a plus de sources de distraction pour les cours en ligne que pour le cours en présentiel. Quand les étudiants sont en cours en présentiel, l'enseignant voit ceux qui ont les yeux au tableau, etc. Et alors que sur les réunions virtuelles, je le fais, hein, je l'admets parfois, j'ai un emploi du temps superposé et en même temps que la réunion se fait, je suis en train de faire d'autres choses et je ne suis pas toujours très concentré. Alors quand il s'agit d'une formation qui est sur plus de 600 heures en semestre, c'est très très compliqué de garder ces possibilités. Mais par contre, ce qui est très intéressant dans la mise à disposition des contenus, c'est ce que j'appelle le choix de l'étudiant d'apprendre lorsqu'il est mentalement prêt. Parce qu'en présentiel, il peut se lever de mauvais pied et tout, il arrive en salle, il n'a pas tout compris. Mais par contre, quand la ressource est disponible après le cours, il peut revenir sur le cours lorsqu'il est mentalement prêt. Mais il y a tout un ensemble de choses à faire pour
pour que ça passe. Nous, notre gros challenge n'a pas été forcément les étudiants, mais ça a été les enseignants. Parce que on a des collègues qui ont 30 ans d'expérience, qui ont formé des gens qui sont en train de transformer le monde et qui sont très basiques dans le domaine digital, hein. Mais ça ne veut pas dire, le fait qu'ils ne soient pas capables de le faire, ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compétents dans la formation. Mais je pense qu'il faut ouvrir toutes les possibilités pour que et rester flexible, pour que les gens puissent s'adapter en fonction de ce qui leur convient le plus, mais en gardant aussi en tête que voilà, la facilité d'accès ne veut pas dire qu'on va simplifier la formation pour les étudiants, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se disent, ben, écoute, ça va être plus simple, ça va prendre moins de temps, etc. La formation à distance, nous, de l'expérience qu'on a sur les masters entièrement en ligne, là, ce qu'on déroule en 10 mois, on a besoin de 14 mois pour le faire à distance. Parce que, voilà, l'étudiant a besoin de plus de temps pour pouvoir assimiler. Il fait le travail parfois 2 fois plus longtemps de ce qu'on a vu. Mais on n'a pas le choix. Il faut le développer. C'est une question de résilience de nos systèmes par rapport à comme la pandémie et après le challenge de la formation des enseignants-chercheurs. À un moment, les gens se sont dit, les enseignants-chercheurs, on commence par ceux qui sont convaincus par la possibilité. On fait le proof of concept, on avance avec, et ensuite on regarde comment on tire les autres. Et parce que c'est pas simple, hein. Au début, beaucoup d'enseignants pensaient qu'il suffisait de prendre leur PowerPoint, de le poser, et ensuite ils ont fini la formation. Ils ont fini de faire un cours en ligne. Et quand on est arrivé à des enregistrements de vidéos, des séances de lecture, de réécriture, beaucoup ont évalué le temps de travail que ça prend et ils se sont dit, mais finalement, qu'est-ce que je gagne à le faire à part de travailler beaucoup plus? Mais voilà, c'est les contributions que je voulais apporter pour dire qu'on a le digital, on n'a pas le choix. C'est pas une question aussi d'abandonner ce qu'on avait l'habitude de faire. Pour moi, ce ne sont pas des systèmes en concurrence, ce sont des systèmes qui doivent se compléter au bénéfice de l'apprenant. Je vous remercie. Thanks so much, Maïssa. I think that captures this very well. C'est très bien, Maïssa. C'est vrai que je pense que vous venez de saisir l'essence et il faut vraiment prendre le positif de ces deux formats, de ces deux approches. C'est vraiment aussi ce que l'on a tenté de faire pendant la pandémie. Anastasia? Oui, merci. En fait, je voulais revenir à un commentaire que vous avez dit auparavant. Je pense que la pandémie a mis en évidence certaines vulnérabilités, certaines fragilités par rapport à l'approche de l'enseignement. Et c'est vrai aussi que les enseignants partout dans le monde, eh bien, ils utilisent les outils digitaux pour renforcer leur objectif d'apprentissage, mais des fois, ils ont du mal à adapter tout cela. Et nous avons vu avec la pandémie cette émergence, cette réponse collective par rapport à l'enseignement à distance. Des fois, la réponse a été tout simplement technologique, mais cela n'a pas toujours comporté le véritable changement que tout le monde espérait. Et c'est ce que l'on tente de faire aujourd'hui avec le cadre d'enseignement digital pour les éducateurs, pour les enseignants. Et c'est justement que ça met l'accent sur les compétences pour les enseignants. Et cette approche digitale et comment utiliser les technologies digitales de façon critique pour arriver au but d'apprentissage, mais aussi l'évaluation, c'est-à-dire comment utiliser ces technologies digitales pour avoir une évaluation formative et pour autonomiser les enseignants et les étudiants pour pouvoir s'impliquer activement dans tous ces changements, pour être impliqués activement, comme je l'ai dit, et être les véritables agents de leur propre apprentissage. Et aussi pouvoir faire de l'auto-apprentissage, c'est-à-dire pouvoir concevoir leur parcours d'apprentissage. C'est-à-dire que nous avons ces approches aussi.
Mais je dirais aussi qu'il y a beaucoup d'initiatives. Nous en avons entendu quelques-unes ici, mais je voudrais citer une initiative récemment, en fait, en Afrique, mais tirée d'une initiative d'une université jordanienne, du centre d'apprentissage à distance. Des fois, il n'y a pas toujours le soutien ou le personnel nécessaire pour utiliser toutes ces technologies digitales. Et en fait, tout le staff, tout le personnel de cette université, dans cette initiative, a pu suivre cette approche d'auto-apprentissage et c'est basé sur 6 domaines de ce cadre de travail. Et en fait, au cours de l'année, il y a eu la création de groupes de travail pour procéder à ce type d'enseignement pour le personnel. Je pense que c'est une initiative excellente. C'est aussi lié à la communauté de pratique et on tente de ramener ce type d'initiative. Nous avons aussi une communauté ici à laquelle on peut s'enregistrer, on peut avoir accès aux bonnes pratiques. C'est-à-dire ici, nous avons beaucoup d'exemples. Et aussi au Danemark, en Suède, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce domaine. Mais en fait, si j'ai quelques instants, quelques instants, ça doit être très, très concis parce que je pense que nous sommes en train de prendre du retard. Eh bien, c'est tout simplement la connexion par rapport au cadre et au financement d'Erasmus+. Vous verrez le fonds Erasmus+, il y a c'est inscrit dans le cadre de la transformation digitale et verte. Et voilà, en fait, je vous invite à suivre tout cela. Oui, c'est la transformation verte. En fait, oui, j'avais noté cela dans la liste de questions, mais en fait, on n'aura pas le temps de l'aborder. Nous avions 1 heure et demie, ça paraissait très long, mais finalement, ça ne l'est pas. Nous avons vu certaines situations parallèles auxquelles on assiste, que ce soit en Afrique ou en Europe. Bien sûr, les défis sont différents, non seulement entre l'Afrique et l'Europe, mais aussi au sein de chacune de ces régions. Mais en tout cas, ce qui est commun, c'est qu'il faut repenser à la façon d'enseigner. Et c'est non seulement, en fait, par rapport aux enseignants et aux étudiants, mais par rapport à toute l'institution dans son ensemble. C'est vrai que l'on pourrait avoir beaucoup de débats là-dessus. Eh bien, je m'excuse aussi si nous n'avons pas été capables de répondre à toutes les questions du chat. Je vous remercie quand même d'être tellement actifs et nous allons partager, disons, toutes ces informations autant que possible. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre à rajouter. En tout cas, je veux remercier les participants à cette table ronde, à ce panel de discussion pour leur contribution. Merci, merci beaucoup, Michael, et merci beaucoup aux participants. Je pense que voilà, c'était pas seulement très riche dans le panel, mais c'était aussi très riche par rapport aux échanges dans le chat. C'est vraiment quelque chose de très riche. Et je peux rien vous promettre, mais vu que nous venons de nous lancer dans ce sujet, on pourrait peut-être envisager la possibilité d'avoir un webinaire de suivi parce que je crois qu'il y a beaucoup plus de discussions qui pourraient être faites. Je saisis l'opportunité pour vous annoncer le 5e webinaire par rapport à ces séries de webinaires par rapport à la réduction de la pauvreté et la résilience des universités. Ce sera au mois de juillet. Vous recevrez un email qui vous donne davantage d'informations là-dessus et vous pourrez aussi consulter l'information sur le site web et je vous invite à joindre ce webinaire également et à faire le suivi du webinaire présent. Alors, les ressources et les présentations de ce webinaire seront partagées dans le site web. Nous avons
également l'information de contact pour les intervenants et si les intervenants nous donnent leur approbation, on pourra partager leurs coordonnées de contact. Nous ferons également donc les rapports en 3 langues. Et il n'y a rien d'autre pour moi à rajouter. En fait, je vous remercie de la part de l'initiative Aqua 2 et d'Oréal Global et simplement vous dire que voilà, ce n'est que le début de cette discussion et j'espère qu'il y aura quand même un suivi. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée. Merci.